Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. Quand voilà, tu te retrouves face à des médecins, que tu vas les voir et que tu leur expliques les choses et qu'il y en a qui te disent ah mais c'est une maladie à la mode. Là tu te dis mais c'est pas possible en fait, personne ne m'écoute. Il y a des complications qui peuvent être terribles avec cette maladie. Et je connais des filles qui ne peuvent plus uriner par elles-mêmes, qui ont des autosondages. Il y en a d'autres qui ont des stomies. Donc c'est très compliqué quoi. En fait, j'avais toujours des questions au milieu de la nuit en me disant et pourquoi et comment, et en fait, il y a plein d'endométriose qui me répondaient avec toute leur bienveillance. Enfin, franchement, s'il y en a qui verront ce podcast, je leur le dédie aussi parce que c'est grâce à elles en fait si aujourd'hui je vis bien avec ma maladie. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. On va faire une petite devinette. Quelle maladie est tellement mal connue du grand public comme des médecins que des milliers de patients passent à côté d'un diagnostic? Quelle maladie est si mal connue qu'on pense qu'elle est toute nouvelle alors que les premiers écrits qui parlent d'elle datent de 1860? Si tu as répondu l'endométriose, alors déjà bravo, belle perf, et ensuite reste quand même ici, tu risques d'en apprendre pas mal. J'ai eu le plaisir de rencontrer Pauline qui gère le compte Instagram endo.néline sur lequel elle informe et sensibilise à cette maladie de laquelle elle est atteinte et pour laquelle elle a largement galéré à obtenir un diagnostic. Elle va tout expliquer, je te laisse avec elle. If it's not fair, gotta go again. Just to get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. And she guides me with a sign and light me. Bonsoir Pauline, Bonsoir Dorian, tu vas bien? ça va et toi? Ça va bien, tu me disais que tu étais un petit peu fatiguée et ça va rejoindre notre sujet d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu la question du ça va. C'est marrant parce qu'en fait, ça fait bien longtemps que je demande plus si ça va, mais je demande Ouais. comment ça va. Mmh. Parce que ça va, mais je suis fatiguée par exemple là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie du quotidien. Tu vas nous le raconter justement le quotidien. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, nous présenter ton compte Insta, nous présenter toutes les petites choses desquelles on va parler aujourd'hui. Je te laisse introduire le sujet. Ouais. Et ben, je m'appelle Pauline, donc mon pseudo c'est Andonéline et j'ai été diagnostiquée l'année dernière, donc en février, courant mars 2020, d'une endométriose sévère et profonde. Et ça faisait 15 ans que je souffrais de symptômes, mais que j'étais en errance médicale, c'est-à-dire on n'a jamais trouvé ce qui se passait, mis à part me dire que c'était dans ma tête et que ça passerait quand je serais maman, par exemple. Quand tu seras maman, d'accord. Et ouais, donc Ok, je me rappellerai toujours ce que j'avais 16 ans quand on m'a dit ça. d'accord. Et en fait, ouais, ça a été un diagnostic qui s'est passé à 10 jours du confinement. Mon IRM, j'ai eu mon IRM total, donc jusqu'au diaphragme, on me l'a fait du coup, voilà, 10 jours avant le confinement. Ok. Et voilà, je me suis pris un peu une bombe en pleine figure. Parce qu'en fait, j'étais venue juste pour une douleur de foie, une douleur un peu énigmatique comme j'ai toujours eu. Et déjà à la base, c'est mon compagnon en fait qui m'avait poussé à aller faire des examens, mais moi je voulais pas y aller parce que comme je lui ai dit, ça sert à rien que je fasse des échographies. J'en fais depuis que je suis gosse. Je fais des Hmm. échographies depuis que je suis enfant et en fait ça n'a jamais rien donné. Donc je vais y Ouais. aller, mais il y aura rien. Et en fait, ce soir-là, bah non, ça a été le contraire. Ça a été le début en fait du diagnostic. Et voilà, j'apprends qu'en fait, je suis dans un état assez compliqué, notamment à cause d'un stérilet au cuivre que j'ai porté pendant 1 an, après que j'ai été mise sous pilule depuis mes 13 ans, Mhm. justement pour des douleurs de règles. Et j'avais arrêté les hormones parce que j'en pouvais plus, j'étais pas diagnostiquée à l'époque. J'avais pris quasiment 30 kilos, j'avais plus de libido, j'étais très fatiguée, donc ça a été très compliqué. Et en fait, je me suis tournée vers le stérilet au cuivre, qui est une méthode de contraception sans hormones. Mhm. Et au début, ça se passait très bien, donc c'était en janvier 2019, et ça a décoché en fait dans l'année. Parce qu'en fait, même si je perdais environ 12 kilos, que je me sentais mieux, que je retrouvais ma libido, à côté, j'ai eu des symptômes qui sont revenus. Mais D'accord. moi, j'ai mis ça sur le compte du stress, de la fatigue. Et puis de toute Hmm. façon, c'est bien connu, je suis une douillette. Donc du coup, j'ai pas du tout écouté mon corps. Mais en fait, les mois sont passés.
Mhm. Et en fait, j'ai carrément eu des symptômes qui ont commencé à m'handicaper. Excuse-moi. Donc ça a commencé en fait avec des règles très hémorragiques. Donc quand je Mhm. parle hémorragique, c'est qu'en fait, je partais pour aller au bureau, je mettais 40 minutes, je mettais une serviette hygiénique max qu'on met la nuit, tu vois, Mhm. avec un tampon max, et j'arrivais à l'agence, il fallait que je cours aux toilettes pour me changer parce que c'était déjà trop tard. Donc c'était des règles hémorragiques. Moi, je pensais que c'était juste normal. Parce qu'on m'avait dit, ouais, tu verras, le stérilet, ça peut faire un peu plus saigner. Bon. Et voilà, j'ai eu des douleurs qui sont apparues. Donc c'est marrant parce qu'en fait, quand j'étais adolescente, j'avais très très mal au ventre pendant mes règles. Et là, cette fois-ci, j'avais pas très bien mal au ventre. Donc je me suis dit, Mhm. bon, bah tant mieux. Et j'ai commencé à avoir des douleurs qui venaient, qui partaient donc au niveau du foie. J'avais des douleurs dans les jambes. J'ai commencé à avoir des braises au niveau des fesses. Ça s'est Mhm. tendu à mon bassin. Et les mois ont passé, ça s'est tendu à ma jambe droite, puis à ma jambe gauche. Quand tu parles de braise, j'imagine que c'est des symptômes de brûlure. Ouais, en fait, Ouais. c'était les douleurs neuropathiques parce que Mhm. vu que j'avais des lésions d'endométriose profonde, en fait, c'était des lésions qui commençaient à aller irriter mes nerfs, voire les léser. Et Ok. donc j'avais le même type de douleur, mais plus comme une sorte de boule de feu, mais très insidieuse en fait dans l'épaule à droite. C'est une douleur en fait, pour te donner un ordre d'idée, j'avais envie de m'arracher l'épaule. C'est beaucoup. Voilà, il y a eu des fois où je suis arrivée aux urgences. Une fois, je m'appelle en 2017, je suis arrivée aux urgences, j'étais complètement crispée. Je pouvais plus Mhm. bouger mon bras, j'avais mal et il y avait rien qui me passait. Ça faisait une semaine que j'étais dans cet état. On avait fait les échographies, on m'avait dit bon bah on voit rien, donc voilà. C'est dingue Enfin, que personne n'ait rien vu pendant tout ce temps-là. donc voilà, on me disait bah pas de chance mademoiselle, vous n'avez rien. Et moi j'étais là, ouais d'accord. Impossible. Bon bah du coup j'ai fait avec, hein, et c'est ce symptôme, tu vois, je l'avais depuis que j'étais en cinquième, Mhm. mais j'ai jamais fait attention. Voilà. Ensuite, en autres symptômes, bah, j'avais de la fatigue chronique qui a toujours été depuis que je suis adolescente, mais là, c'est une Ouais. fatigue qui a vraiment, ça m'a fait plonger encore plus vite parce qu'en fait, plus j'avais des douleurs chroniques, plus j'avais de la fatigue chronique et en fait, c'était un cercle vicieux. Ouais. Et moi, j'ai mis ça sur le compte du stress, du fait qu'il y avait l'histoire du Covid, que je commençais un peu à m'inquiéter peut-être. Bon, je venais de trouver un travail, donc du coup, c'était assez laborieux et en fait, voilà, j'apprends en fait pendant mon échographie que voilà, en fait, j'ai rien au foie, mais c'était pas si simple que ça parce qu'en fait, j'avais quelque chose derrière sur le diaphragme. Et ça, c'est ma radiologue en fait qui était formée en imagerie de la femme et en endométriose qui a eu la puce à l'oreille parce que quand je lui ai dit que j'avais un stérilet au cuivre, Mhm. elle a voulu aller jeter un coup d'œil. En fait, c'est là où elle s'est dit ça va pas. Ok, Donc donc j'ai t'es fait une tombé au bon échographie, moment sur voilà. la bonne personne, quoi. Voilà, une échographie pelvienne, une échographie du coup au niveau du bas-ventre, donc une échographie pelvienne, et ensuite une échographie endovaginale avec mon Mhm. autorisation. Et en fait, donc endovaginale, c'est-à-dire qu'avec une petite sonde, en fait, on va Mhm. aller à l'intérieur du vagin et se rapprocher au plus près de l'utérus et des ovaires. Et en fait, c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que j'avais un ovaire qui était plaqué à l'arrière de mon utérus avec une couche d'adhérence. Ça, c'est un type d'atteinte d'endométriose. Et en Ok. fait, dans cet ovaire, j'avais 6 endométriomes qui faisaient l'équivalent en tout, ils faisaient 5 cm en tout si on les regroupait, et j'avais un kyste fonctionnel de 5 cm. Donc l'endométrium, en fait, ce que c'est que c'est une sorte de boule de liquide, et à l'intérieur, tu as du vieux sang d'endométriose qui est pris au piège. Et c'est hautement inflammatoire. Mhm. S'il perce, il peut abîmer ta réserve ovarienne. Et en Mhm. plus, lui, il peut être responsable justement d'adhérence. Ça peut encore plus proliférer comme ça. Et Ok. on s'est rendu compte que j'avais de l'endométriose à l'arrière de l'utérus et elle s'est rendue compte que, en m'interrogeant, que j'avais des troubles digestifs. Depuis que je suis adolescente, en fait, je souffrais en fait depuis que j'étais adolescente de constipation chronique. C'est-à-dire que moi, une bonne semaine, Mhm. c'est d'aller une fois ou deux aux toilettes. C'était mon grand maximum. Mhm. Et en fait, quand j'avais mes règles, c'était le contraire. En fait, j'avais des diarrhées absolument abominables. C'est pas très glamour, hein, l'endométriose, mais et en fait, je Non, mais pensais que on c'était s'en fout, normal. attends. Ouais, je pensais que c'était normal, mais en fait, moi, pendant que j'avais ces fameuses diarrhées, j'avais du sang dans mes selles. Et je pensais que c'était une Mhm. sorte de prostaglandine, que peut-être que ça travaillait à ce niveau-là aussi, et j'ai pas plus été chercher que ça parce que j'en avais déjà parlé à mon médecin traitant, et lui m'avait dit c'est pas grand-chose. Enfin voilà, et on avait fait une petite colo, on avait regardé, il y avait rien de spécial. Bon bah voilà, on s'est arrêté là et en fait il m'avait dit il faut manger un peu plus de légumes, bouger, voilà ça ira Mhm. mieux, et en fait non, ça s'est jamais arrangé. Moi j'ai mis ça sur le Ouais. compte de me débrouiller comme ça, et en fait donc
à l'échographie, en fait, elle me dit, voilà, c'est bizarre, vous avez vachement mal en haut au niveau du diaphragme, et puis cette douleur au foie, elle est un peu particulière. Et puis du coup, elle me dit, bon, on va faire une IRM. Donc elle me disait, voilà, faudra faire ça. Et heureusement pour moi, en fait, ce qui m'a aussi sauvée, c'est que, en fait, quand je suis rentrée le lendemain au travail, j'avais une collègue qui avait fait un peu son coming out d'endométriose quelques semaines avant, et je suis allée lui parler tout de suite en lui expliquant ce qui se passait, et elle me dit, voilà, il faut absolument que tu trouves des spécialistes et que tu n'ailles pas voir n'importe qui, parce que l'endométriose, euh, on va dire que ça n'a pas vraiment été enseigné en cours de médecine comme ça le devrait. Voilà, l'endométriose, c'est 2 lignes dans un chapitre et puis basta. Et en fait, le problème, c'est que tu as beaucoup de médecins qui vont essayer de faire le diagnostic, mais peut-être qu'ils vont passer à côté. Donc, va vraiment voir quelqu'un qui s'y connaît. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, heureusement, elle me donne des noms. Et j'habite en fait à 5 minutes de l'hôpital, en fait, qui est l'hôpital Lyon-Sud, à Pierre-Bénite, donc à côté de Lyon. Et en fait, je rencontre quelqu'un en imagerie qui est spécialisé en endométriose et qui va me faire un diagnostic complet jusqu'à la coupole diaphragmatique, parce que j'avais des symptômes d'endométriose diaphragmatique. D'accord, ok. Donc voilà, ça a été comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que j'ai Long eu parcours. mon diagnostic, avec justement, où là on se rend compte que j'ai un nodule au rectum. Donc au sigmoïde, c'est la partie au-dessus du rectum. Il fait 7 cm, il me comprime le rectum. Il se rend compte aussi que j'ai un nodule au diaphragme de 10 cm sur 4 à droite, à l'arrière du foie, d'où ma fameuse douleur énigmatique, parce qu'en fait ces douleurs, elles partent parce qu'en fait elles sont liées avec tes règles. Parce qu'en fait les lésions l'endométriose, si tu veux, ça va être des cellules qui ressemblent à du tissu d'endomètre. Et l'endomètre, donc c'est ce qui est censé s'écouler quand tu as tes règles, quand tu ne tombes pas enceinte. Mais cette cochonnerie, c'est qu'en fait, ce sont des cellules qui y ressemblent et qui sont sur des tissus qui n'ont rien à voir avec l'endomètre et qui sont en dehors de l'utérus. Sauf qu'en fait, chaque mois que tu vas avoir tes règles, elles vont réagir hormonalement, ces lésions, et elles vont aller saigner. Et quand ça saigne, c'est sur le péritoine, donc c'est la membrane qui entoure tes organes, ça va créer des inflammations absolument atroces. Et tu peux très bien avoir une petite endométriose comme une grande, et en fait, on se rend compte que les lésions, ça n'a pas forcément de lien avec la douleur. Donc, tu as des filles qui ont des grandes endométrioses et qui ne vont pas spécialement avoir mal, et des filles qui auront des petites endométrioses qui vont souffrir le martyre, et vice-versa. Et en fait, on se rendait compte que moi, j'avais un nodule, et en fait, un nodule, c'était une des lésions possibles de l'endométriose profonde, et c'est une lésion sévère. On se rend compte après que du coup, un peu plus tard en relecture, que j'ai aussi un nodule de quelques millimètres sur le côté de la rate, mais sur le diaphragme. Ok. Et du coup, il me dit en fait que la douleur à l'épaule que j'ai depuis que je suis gamine, en fait, depuis mes premières règles, cette douleur, en fait, c'est à cause d'une nerf phrénique qui est à côté, en fait, de ce gros nodule derrière le foie. Sur le diaphragme, c'est le nerf phrénique. Et en fait, ce nerf phrénique, quand il est inflammé dans la zone, il fait une projection de douleur dans l'épaule, et c'est ce qui fait que ton épaule, elle vibre aussi fort, en fait, pendant tes règles, et que du coup, ça fait hyper mal. Et ça, en fait, quand je lui ai expliqué en lui disant, mais pourquoi en fait j'ai mis 15 ans pour avoir un diagnostic, et il disait, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut connaître ce type de symptômes, il y a un petit manque de formation, et en fait il me disait, voilà, si votre médecin traitant il aurait été mieux formé en endométriose et qu'il aurait mis bout à bout vos symptômes, peut-être qu'il aurait déclenché le diagnostic bien plus tôt, vous n'auriez pas eu votre stérilet au cuivre, et peut-être que vous ne seriez pas aussi dans cet état aussi fort, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup après mon diagnostic, j'apprends que je dois rencontrer un spécialiste, un chirurgien, mais que je rencontrais que après le déconfinement, parce qu'en fait je vais me retrouver confinée avec mon stérilet au cuivre, parce que stérilet au cuivre qu'il faudra que je retire en urgence, mais c'est pas vraiment une urgence vitale, donc il faudra attendre le déconfinement, parce que le stérilet au cuivre, ça a fait encore plus inflammer. Et en fait, si tu veux, il y a une théorie qu'on appelle la théorie du reflux. Ce serait que plus tu saignes, plus en fait les lésions d'endométriose en fait remontent par les trompes, et elles vont aller se loger un peu où elles veulent du coup. Et le problème, c'est qu'en fait le stérilet, ça va surinflammer, tu vas encore plus saigner, ça va augmenter encore plus toute la catastrophe qui va avec. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en fait on n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des lésions aussi hautes, parce qu'au diaphragme, même une théorie du reflux, il y a des limites à ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
Bah, tu Donc vas nous voilà. expliquer justement un petit peu plus en détail parce que on va prendre du coup, comme on l'a préparé un petit peu, ce podcast un petit peu différemment des autres parce que Ouais. comme tu viens de nous le dire, enfin de nous le laisser entendre, c'est hyper compliqué. S'il y a beaucoup de C'est très ramifications à vaste. connaître, c'est Mm. hyper vaste. Il y a beaucoup de termes entre guillemets un peu techniques qui peuvent être Mm. bons à expliquer. Donc on va le faire un petit peu différemment. On va raconter que tu es le patient expert du coup. Et moi, je Alors, vais te poser des questions. je suis j'aurais peut-être pas la prétention de me définir comme patiente experte, mais je vois ce que tu veux dire. Mais on va dire que ouais, je vais me servir de mon expérience de patiente parce que je suis Exactement. une patiente engagée, Mm, mais j'ai mm. pas la prétention de dire que au bout d'un an de diagnostic, je maîtrise l'endométriose du bout des doigts. En Et tout cas, tu ça, connais très très j'insiste bien ce que beaucoup ça fait. dessus parce que c'est vrai que tout ce que je te dis, en fait, je l'ai appris de livres, par exemple, qui sont derrière moi. Donc justement, celui que je te donnerai en référence, de toute façon je t'en donnerai pas mal en référence, mais tu vois, Ouais. Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre de Marie-Rose Gallès, Mhm. c'est un des livres en fait qui m'a énormément appris. Voilà, parce que tout ce que je te dis, je l'ai pas deviné, on me l'a transmis, et c'est Ah bah, justement un patient Marie-Rose expert, Gallès qui est patiente experte. Ouais, ouais, complètement. Non, mais le Ouais. patient expert n'est pas là pour simplement dire je sais parce que je vis, mais en général, c'est aussi ceux qui se renseignent le plus, notamment comme tu le fais, donc Mm, c'est parfait. ça marche. On démarre? Je te pose mes petites Allez, questions. pas de souci. Alors, tu viens de dire justement que l'endométriose, il y a assez peu de personnes qui sont formées à reconnaître cette maladie. Il y a des défauts de formation, il y a des formations peut-être un peu sur le tard, etc. Est-ce que c'est une nouvelle maladie pour qu'on ait aussi peu de médecins qui soient au fait? Allez, devine à quelle date ça a été découvert l'endométriose, juste pour Alors, pas. pour être très honnête, quand on a préparé ce podcast, tu me l'as dit, je sais que c'est dans les années... Je sais que c'était au début, dans mon esprit, c'est au début 1900 quelque chose. 1860. 1860, ouais, bah, encore Ouais. pire. Ça a été Encore décrit pire. pour la première fois, c'est justement la personne qui a décrit ça, c'est l'endométriose pour la première fois, elle a été décrite par Karl Rokitansky. Ok. Et en fait, c'est à partir de là en fait, où on se rend compte qu'il y a justement des femmes qui souffrent de ce mal assez mystérieux. Et c'est vrai que voilà, on a expliqué l'endométriose passé un temps en disant que voilà, c'était de l'endomètre en dehors de l'utérus. Maintenant, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, que c'est de l'endométriose, donc c'est des cellules qui sont plutôt mutantes, Mhm. qui vont saigner comme de l'endomètre, mais qui sont au niveau il y a plein de choses au niveau de la cellule qui sont différentes de l'endomètre, et c'est bien ce qu'on on se rend compte que quand on donne des traitements pour arrêter les règles, par exemple, l'endométriose, elle peut continuer à évoluer. Il y a des Mm. gens qui vont faire des rechutes au bout de quelques années. Et c'est ce qui montre justement que cette maladie, elle est très compliquée à contenir parce qu'en fait, même si elle est connue depuis très longtemps, Ouais. voilà, les cours de médecine, de ce que j'ai compris, l'endométriose, ça faisait 15 ans que l'association Endo-France se bataillait. Donc en fait, c'est la première association endométriosique de France. Mhm. Et en fait, ça faisait 15 ans qu'ils se bataillaient pour que l'endométriose rentre officiellement dans les cours de médecine de second cycle, en disant D'accord. qu'il y a un gros problème de formation, il y a un gros problème de diagnostic, parce qu'aujourd'hui, Ouais. on met 7 ans pour être diagnostiqué en moyenne. C'est énorme. Et en fait, voilà, c'est depuis octobre 2020 que l'endométriose en France, elle va rentrer dans un cours de médecine de second cycle, que le gouvernement va aussi se pencher sur la question du comment on peut faire pour mieux diagnostiquer les femmes, pour mieux Mhm. les prendre en charge, pour éviter des complications, et faire en sorte que les médecins soient formés et soient formés de façon continue parce qu'on Ouais, apprend tous les jours de l'endométriose. bien Il y a sûr. même une fondation de recherche pour l'endométriose qui a été ouverte cette année. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, moi, en tant que jeune endométriosique, que sans le travail acharné de certaines associations, on n'en serait pas là. Et Mm. tu vois, pour comparer, on parle pas du tout d'une maladie qui fait autant de mal, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, Mhm. qui est la première cause d'infertilité Ouais. chez les femmes. Et c'est la grande absente, justement, par rapport au diagnostic. Elle souffre aussi d'un manque de diagnostic, elle souffre de stéréotypes, de préjugés. Contrairement à l'endométriose où tu as eu des actrices justement qui ont pris la parole, qui ont eu le courage de devoir déballer leur vie privée sur les Mhm. plateaux de télé pour justement faire entendre un petit peu aux gens en disant voilà, l'endométriose, ça peut être
très compliqué. Ça peut être un drame. Mm. Et un drame aussi qu'on explique souvent par les médias par les problèmes d'infertilité. Mais ce que je me suis rendu compte, moi, c'est que en fait, on a toujours exploité le champ infertilité, endométriose, c'est terrible. Et en fait, moi, je me suis jamais je me suis jamais sentie concernée par l'endométriose parce qu'en fait, je pensais que c'était qu'une question de si tu veux avoir un enfant, et ben ton Justement, médecin va s'en rendre compte. on a une question là-dessus. Et Ouais. en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, Mm. non, ça marche pas comme ça et surtout, c'est pas forcément synonyme d'infertilité. Ouais. Mm. Ouais, complètement. Du coup, tu parlais des symptômes tout à l'heure. Est-ce que à partir du moment où on a des douleurs de règles qui sont importantes, c'est forcément de l'endométriose? Et est-ce que l'endométriose est forcément douloureuse? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle par règles douloureuses? Donc c'est vrai que moi, j'explique souvent ça dans le sens où, comme mon spécialiste m'a demandé, c'est, à partir du moment que tu prends, tu es obligé de prendre un cachet, un antalgique, donc un Doliprane par exemple, et que ça fait pas effet, que tu es plié en 2 au point de pas pouvoir faire les choses du quotidien, par exemple, aller en cours, aller au travail, que tu ne peux pas te présenter, que tu fais des malaises, que tu vas aux urgences pour des douleurs de règles. Mm. Là, c'est ce que j'appelle des règles très douloureuses. Parce que les règles, ça peut faire mal, parce que physiologiquement, il se passe quelque chose dans le corps, donc forcément, l'utérus se contracte, ça peut être une gêne. Et en aucun cas, des règles, ça peut t'empêcher de vivre ta vie pendant 5 jours dans chaque mois. Donc c'est ça qui sont des règles qui est en fait synonyme de règles douloureuses. Et l'endométriose, donc pour répondre à la question, il existe autant d'endométriose que d'endométriosique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas retrouver les mêmes symptômes chez les mêmes personnes. Ça tape de différentes manières. Mhm. Donc avoir des règles douloureuses, ça veut surtout dire que si elles sont très douloureuses, qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. Ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut être, je sais pas, une autre maladie gynécologique, hein, qui sait. Mais l'endométriose, oui, c'est vrai que c'est un symptôme clé. Là, on va devoir croiser, et justement, c'est là où l'examen clinique d'un spécialiste, qu'une échographie et qu'une IRM vont aller confirmer les choses, mais il faut absolument le faire avec des gens qui maîtrisent le sujet. Parce que malheureusement, des fois, on peut faire relire ces images par des spécialistes et se rendre compte que même s'il n'y a rien marqué sur le compte rendu de très, voilà, révélateur, en fait, Évocateur. s'il y a un spécialiste qui se repenche sur les images, parce que tu as un site qui s'appelle Deuxième Avis, ils le font très bien, et parfois, tu as des gens qui ont des sacrées surprises. On passe Ouais. d'un compte rendu RAS à un compte rendu endométriose profonde, Ouais, totalement. et là, tu te dis waouh. D'ailleurs, Donc tu voilà, parles c'est pas forcément d'endométriose synonyme. profonde et sévère Ouais. pour ton cas, c'est ça? C'est ouais, profonde parce qu'en fait, j'ai des lésions qui sont allées se loger en fait dessous le péritoine. Donc en fait, si tu veux une endométriose superficielle, c'est quand tu vas avoir des lésions à la surface du péritoine, et le péritoine, c'est la membrane qui va Ouais. recouvrir tes organes pour les protéger. Et ça va sur ta cavité abdominale. Ces lésions, donc elles font moins de 5 millimètres. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'elles peuvent pas être douloureuses. Ça dépend des personnes. Tu as l'endométriose ovarienne, donc avec les endométriomes, donc ces petits kystes avec du liquide d'endométriose dedans. Ok. Et tu as l'endométriose donc profonde. Et l'endométriose profonde, c'est celle qui va avoir des lésions qui vont dépasser les 5 millimètres et qui vont aller se loger dans le péritoine et qui peuvent par exemple aller irriter des nerfs. Ça peut être très très compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, comment dire, ces lésions, elles peuvent se balader où elles veulent. Enfin, je peux te dire, ça Ouais. peut toucher tes ovaires, tes intestins, ton rectum, ça peut monter jusqu'au diaphragme, et dans les cas les plus rarissimes, mais ça existe, ça Dans peut les monter poumons. jusqu'au cerveau. Et les yeux, je crois qu'il y a eu un cas dans les yeux. Et Waouh. Ok. ouais, c'est très rare, C'est mais énorme. ça existe. Ok. Donc voilà. Punaise. Ok, donc du coup, j'allais te demander s'il y avait qu'une forme d'endométriose. Donc non, il y a plein de symptômes différents. Il y a presque autant de symptômes que Ouais. d'endométriosique, c'est Et ça? t'es pas, ouais, c'est ça, d'endométriosique. On Ok. nous appelle aussi, on s'appelle entre nous les endo-girls. Ça fait un Ok, peu super-héros, cool. j'aime bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que t'es pas obligé en fait de cocher tous les symptômes d'une endométriose. Ouais, pour que ça en soit Mais une. en fait, plusieurs symptômes qui vont s'enchevêtrer les uns sur les autres vont expliquer, par exemple, prenons un exemple de quelqu'un qui a des douleurs urinaires, qui hurle de douleur quand elle urine, surtout pendant ses règles, qui va se retrouver à avoir des douleurs pendant les rapports sexuels.
Donc je parle de douleur pendant les rapports sexuels, c'est-à-dire lors de la pénétration. Pas à Mhm. l'entrée du vagin, parce que ça, c'est l'entrée du vagin, c'est ce qu'on appelle le vaginisme quand ça Mhm. bloque. Et la dyspareunie, c'est quand voilà, tu es en pleine action, en pleine pénétration, et que là, il y a une douleur horrible quand à un mouvement, à un endroit spécifique où ça va faire très mal. Mhm. Tu vas avoir aussi, par exemple, une fatigue chronique qui s'installe, et tu vas faire des malaises. Et donc, en fait, par exemple, la dyspareunie, ça peut être, par exemple, un symptôme d'un nodule qui peut être logé au niveau du rectum et de la cloison recto-vaginale. Et du coup, quand il y a une pénétration, si tu veux, ce nodule, bah, ça va taper dessus et ça va étirer et ça va faire très très mal. Mhm. Et par exemple, pour quelqu'un qui a des douleurs urinaires, ça peut induire que peut-être qu'elle a des lésions qui sont situées au niveau du système urinaire, donc par exemple à Mhm. la vessie. Donc en Ouais. fait, les symptômes sont plus évocateurs Mhm. d'un type de lésion où elle pourrait se Ouais. retrouver. Donc c'est vrai que D'accord. c'est très particulier. Par exemple, voilà, l'épaule droite, mais aussi l'épaule gauche. On va dire que dans 90% des temps, enfin, dans 90% du temps, l'endométriose diaphragmatique, elle est à droite. D'accord. Et le reste, voilà, il y a que 10% des cas où on arrive à recenser où c'est à gauche, mais c'est possible. Tu vois, moi au départ, je pensais que c'était uniquement à droite. Et en fait, j'ai un super kiné qui m'expliquait qu'en fait, voilà, les nerfs phréniques sont situés des deux côtés. Et en fait, c'est ces nerfs phréniques qui sont responsables de ces douleurs projetées. Donc elles Mhm. peuvent être aussi bien à gauche qu'à droite. Il suffit que le nodule soit juste à côté, ou que la Mhm. lésion soit à côté. Et en fait, c'est là où ça va aller justement créer en fait ces douleurs. Mhm. Ok, Mm. d'accord. Euh, Quand on est atteint, je réfléchissais à l'ordre des questions que j'allais te poser après. Quand Pas de on est souci, atteint t'inquiète. d'endométriose, j'ai vu des personnes qui disaient avoir peur de l'infertilité, peur du fait qu'elles allaient plus pouvoir prendre de contraceptifs, donc deux problèmes très très différents. Est-ce que tu Mm. peux répondre du coup à ça? Est-ce que tu peux me parler de l'infertilité, de l'endométriose et de ces rumeurs entre guillemets? Alors j'en ai vu très peu des personnes qui pensaient Ouais, que ça le m'a toujours contraceptif étonnée. était Ouais, proscrit, mais en fait, c'est vrai que ça m'a étonnée parce que je crois que c'est la première fois que j'entendais ça. Mais je peux le comprendre parce qu'il y a tellement de enfin, pour te expliquer, en fait, l'infertilité, c'est une conséquence possible de l'endométriose. Par exemple, si tes trompes sont bouchées par les lésions, bah, ça peut mmh, compliquer les choses. Faut savoir que, par exemple, avec une endométriose, tu peux avoir un risque un peu plus important de faire des fausses couches et des OK. grossesses extra-utérines. Mais on va dire que de ce que j'ai pu voir, par exemple, sur le site d'Endo-France, qui est très bien renseigné là-dessus, tu as sur les endométriosiques 30 à 40% d'entre elles qui Mmh. sont concernées par l'infertilité. Et OK. surtout, on confond beaucoup la stérilité Mmh. et l'infertilité. L'infertilité, c'est par exemple si au cours de 6 mois, 1 an, tu veux faire un bébé Mmh. et que du coup tu n'y arrives pas, c'est ce qu'on appelle donc des troubles de la fertilité, une Mmh. infertilité. Et la stérilité, c'est quand vraiment voilà, ça fonctionne pas C'est du tout. impossible, ouais. Et ça, du coup, en fait, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas tout de suite. Et j'ai eu beaucoup d'endométriosiques mamans qui m'ont dit, moi, quand j'arrive au travail et que j'annonce que je suis enceinte, ce qu'on m'a expliqué, c'est que voilà, il y a des gens qui ont eu le culot de me dire, ah non, mais j'ai vu à la télé, ils disent que c'est impossible que tu puisses tomber enceinte, donc si t'es tombée enceinte, c'est que t'es pas endométriosique. Et là, tu fais, Mais si tu me dis ça, c'est que tu es forcément médecin du coup? voilà, c'est compliqué, donc voilà, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de on-dit Ouais. et en fait, de dire aux gens, en fait, l'endométriose, voilà, ça concerne, Mmh. l'infertilité, elle concerne 30 à 40 des endométriosiques et sur la Mmh. moitié d'entre elles, la moitié vont parvenir à devenir parents, donc avec une aide médicale. Mmh. Donc c'est pas forcément, voilà, quelque chose qui est une fatalité. En plus maintenant on peut être, si on a une endométriose par exemple, ovarienne, tu peux, prétendre à faire un protocole de préservation de la fertilité avec, justement Mmh. ce qu'on appelle la congélation d'ovocytes. Tu vois, j'ai rendez-vous bientôt, pour en discuter, parce que j'ai des questions, parce que justement je suis atteinte au niveau des ovaires, donc c'est juste une question que j'aimerais aborder pour être Mmh. sûre de faire mon choix derrière. Mmh. Mais voilà, c'est pas forcément un automatisme et c'est vrai qu'en fait l'endométriose quand on est diagnostiqué ou même quand on a toujours de règles, moi c'est ce que j'ai vécu, hein, c'est qu'on nous propose donc de prendre un traitement hormonal, donc la pilule contraceptive, parce que la pilule, donc l'oestrogestative, elle va avoir une action pour réguler les symptômes, de l'endométriose, c'est-à-dire en fait mettre sous silence, certains symptômes comme les règles douloureuses, parce que justement Mmh. si tu la prends en continu, bah du coup tu auras plus de problèmes
dans ce style. Mais en aucun cas, en fait, que si c'est des jeunes filles qui se posent la question de dire, si j'ai endométriose, je vais pas pouvoir avoir d'enfant. Non, c'est pas si on n'est pas condamné avec une endométriose à pas avoir d'enfant, mais c'est pas pour autant qu'on va forcément en avoir. En fait, le problème, c'est que ça varie d'une personne à une autre, et surtout pour faire un enfant, il faut être deux, même si on n'est pas en couple et qu'on a recours justement au don de sperme. Il n'y a pas que notre partie génétique qui compte, il y a aussi l'autre partie en face. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte. Après, la fertilité, c'est pas un domaine que je maîtrise, mais c'est vrai Est-ce qu'on que sait on m'a d'ailleurs, beaucoup rassurée là-dessus. tu parlais d'ailleurs de c'est pas forcément quelque chose qu'on porte, etc. Est-ce qu'on sait si l'endométriose a une origine génétique ou héréditaire ou idiopathique? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Alors, il y a plusieurs théories. Ok. Alors, pour te dire, la première théorie qu'on va expliquer, c'est que c'est la théorie du reflux. Donc, je t'expliquais, donc les cellules d'endométriose qui remontent par les trompes, qui vont Ouais. aller se loger dans le petit bassin. Mais du coup, il y a des limites parce qu'on ne sait pas pourquoi elles vont aller se loger jusqu'au cerveau. Enfin, par reflux, c'est bizarre. Donc, même si ces cellules, on sait qu'elles sont ectopiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à faire où elles sont. Il y a d'autres théories. Par exemple, il y a une théorie en fait qui explique par exemple que à l'état embryonnaire déjà on peut retrouver justement sur des fœtus aussi donc des cellules d'endométriose dans les mêmes proportions que s'ils étaient adultes. Donc Ouais, dans les ça mêmes proportions, c'est énorme. Ok. c'est assez énorme. C'est la théorie métaplasique. Ensuite, on se rend compte que tu as des risques au niveau héréditaire, dans le sens que, par exemple, si ta sœur ou ta mère a une endométriose, toi, ton risque de développer une endométriose, il est multiplié par 6. Mais c'est Quand pas même. forcément obligatoire. Voilà. Et il y a aussi une cause environnementale qui est aussi développée, dans le sens que les endométriosiques, voilà, nous, ce qui va aussi dépendre, c'est notre environnement, d'être en contact avec des substances, par exemple, Ouais, je sais pas si tu vois ça peut aider. voilà, les perturbateurs endocriniens. Par exemple, les tampons qui sont bourrés de cochonneries. Et ça, c'est un gros problème en fait. Je crois que même si on est atteint d'endométriose, aller mettre des produits aussi proches de notre intimité, ça peut avoir des conséquences à long terme. Donc ça, en fait, c'est toutes ces théories en fait qui vont avoir en fait, on va dire qu'ils vont expliquer l'endométriose, mais c'est surtout des théories. On n'arrive pas encore à savoir exactement comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui vont essayer de se mettre en place, de ce que j'ai Ouais, j'allais te compris. demander. Ouais. Par exemple, EndoFrance essaye d'investir massivement dans des projets, mais plus aussi en rapport avec les traitements de l'endométriose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement pour guérir l'endométriose. Que tu te fasses opérer, ça peut être une solution, mais ça va dépendre de ce qui t'handicape au niveau de la douleur, ça va dépendre de tes lésions. Et il faut savoir qu'une opération, c'est loin d'être un geste anodin. Ça doit rester la dernière des options, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, les spécialistes se sont rendus compte que plus ils ouvraient, plus ça revenait. Et tu as des cas où des femmes de 40 ans se sont fait opérer 10-15 fois, se retrouvent avec des adhérences, donc des lésions d'endométriose, des tissus cicatriciels tellement costauds qu'en fait leurs organes sont figés. Et ça, c'est extrêmement douloureux, au point qu'elles sont sous morphine. Mon Dieu. C'est très Et compliqué. j'allais te demander justement, par exemple, si on prend ton exemple, si tu veux bien, les lésions qui ont été détectées pour toi vers le diaphragme, etc., est-ce qu'il est question à un moment donné soit de les réduire par la médication, soit de les virer par opération, donc du coup, j'ai pas l'impression, ou est-ce qu'on attend que c'est là et on traite les symptômes? Comment ça se passe? Moi, dans mon cas, donc tous mes nodules, donc j'en avais un au torus, j'en avais un au rectum, enfin au sigmoïde, j'en avais donc un au diaphragme à droite de 10 centimètres et un à gauche. Et en fait, ces nodules, ça, c'était des lésions qui pouvaient être dangereuses, dans le sens où, à un moment, elles allaient altérer le bon fonctionnement de mes organes. Par exemple, D'accord. je peux faire une occlusion intestinale avec un nodule qui comprime mon rectum. Ouais. Je peux faire un pneumothorax pendant mes règles si j'ai un nodule au diaphragme. Par exemple, si l'endométriome est trop gros et trop douloureux, et que par malheur, je sais pas, hein, ça peut arriver, mais qu'il se rompe, parce que ça peut arriver, je peux perdre la réserve ovarienne de mon ovaire. Donc ça, c'était complication. Et ce qu'on m'avait expliqué, c'est que en fait, on m'a dit, voilà, nous, on va vous opérer le plus
ce qui peut le plus compromettre vos organes. Donc vos nodules, Ouais. il faut qu'on les enlève. Mais on va faire ça de façon très sécure avec une célioscopie. À la base, l'opération devait durer 4 heures, elle a duré presque 7 heures. Et j'ai été opérée pas avant mi-janvier 2021 parce qu'en fait, pour des raisons professionnelles, j'avais choisi de repousser mon opération. Après, j'ai eu le Covid et ensuite les blocs étaient saturés. Donc en fait, on m'a retiré ces lésions en me disant on va pas retirer le reste parce qu'en fait, cette maladie, c'est que plus on retire, plus ça revient et en force et ça peut créer des douleurs justement neuropathiques. Donc le but, c'est de retirer ce qui va aller potentiellement être dangereux dans le temps. Et surtout en attendant, donc moi donc je venais de retirer mon stérilet. Donc on m'a dit il faut repasser sous pilule parce que la pilule ça va aller ralentir l'endométriose. Chez certaines personnes c'est possible. D'accord. Il y en a d'autres chez qui ça n'est pas forcément le cas. Et surtout, en fait j'en étais à un point où moi j'avais utilisé déjà 8 pilules au cours de ma vie. Ah oui, quand même. Qui n'avaient pas fonctionné. Et là en fait j'étais tellement à un point où je souffrais que je pouvais plus marcher. Pardon. Je pouvais plus marcher en fait à cause de mes douleurs. Et donc arrivé en mai jusqu'à septembre, j'ai été mise sous ménopause chimique. Et la ménopause chimique, dans mon cas, c'était une injection tous les mois. Où en fait on mettait mes ovaires au repos comme une vraie ménopause. Et j'avais tous les symptômes d'une vraie ménopause. Mais le but c'était de mettre mon corps au repos, que les symptômes se calment un bon coup et on va dire on espérait que ça assèche quelques lésions d'endométriose. Ce qui a été le cas. Pour moi. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit bah t'as bien eu de la chance parce que moi ça a pas été ça du tout, ça s'est mal passé. Et voilà, ça dépend en fait des personnes. Donc j'ai été opérée, on m'a retiré ces nodules, je suis restée une semaine à l'hôpital, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de complications. Ça a été super bien fait, j'ai une super équipe médicale, franchement depuis mon diagnostic j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des gens qui sont vraiment au top. Et surtout, en attendant l'opération et après l'opération, moi j'étais suivie en centre antidouleur. Et ils avaient une unité en fait à l'hôpital de la Croix-Rousse dédiée à l'endométriose. Et d'ailleurs, à l'hôpital de la Croix-Rousse, ils sont en train de développer un truc, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. C'est le professeur du Bernard qui est en train de développer cette technique. C'est en fait de pouvoir réduire, dévitaliser entre guillemets les nodules qui sont situés au rectum, mais en bas du rectum. Et ça, ils peuvent le faire avec une sonde au niveau du rectum et par ultrason. Donc sans faire de célioscopie, sans avoir de stomie temporaire, parce qu'en fait quand tu opères des fois des nodules au rectum, tu peux avoir une stomie temporaire, donc c'est une poche à caca. Et même malheureusement, dans les cas les plus sévères, tu peux avoir des problèmes tellement graves que tu peux te retrouver sous stomie, voilà, parce que tes intestins peuvent plus bosser. Voilà, les lésions sont trop graves, donc il y a des complications qui peuvent être terribles avec cette maladie. Et je connais des filles qui ne peuvent plus uriner par elles-mêmes, qui ont des autocendages. Il y en a d'autres qui ont des stomies. Donc c'est très compliqué, quoi. Et du coup, ta manière d'entrevoir les choses, entre guillemets, c'est de libérer la parole un petit peu avec ton compte Insta, avec ton compte TikTok, etc. Libérer la parole, ouvrir la parole et raconter ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que tu espères, entre guillemets, avec toutes ces prises de parole? Alors évidemment, on espère que soit ça n'existe plus, soit on finisse par très très bien le savoir, le gérer et que ce soit plus un problème, etc. Mais est-ce que tu as des espèces d'objectifs à chaque fois que tu fais une vidéo, que tu prends la parole? Comment est-ce que tu le vis? C'est vrai que je libère la parole et aussi, en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais mis 15 ans pour être diagnostiquée et que je me suis rendu compte que personne autour de moi ne savait en quoi ça consistait la maladie, je me suis dit, en fait, j'ai regardé ma sœur qui a 20 ans aujourd'hui et je me suis dit, s'il faut qu'elle passe par ce dont moi je suis passée, je pourrais jamais me pardonner. Et en fait, quelque part, c'est un petit peu pour ma sœur que je le fais, dans le sens où en fait je me rends compte que ça touche une femme sur 10 et ça peut être ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ta mère, ça peut être la mère d'une de tes meilleures amies, ça peut être bref, ça peut toucher n'importe qui. Et en fait je me suis dit si j'avais été au collège ou au lycée et que j'aurais eu accès à Instagram à cette époque et que je serais tombée sur un compte comme celui-là,
je me serais intéressée à l'endométriose et en fait, je me serais peut-être un peu plus penchée sur la question de pourquoi j'ai aussi Ouais. mal T'aurais et peut-être peut-être gagné que un je me peu de temps. serais évité certaines choses. Mmh. Peut-être que voilà, j'aurais jamais pu guérir, hein, c'est pas ce que je Mmh. dis, mais je pense que les gens se rendent pas compte que l'errance médicale, je pense que même en tant que n'importe quel malade chronique, quand tu fais face à une errance médicale, c'est violent. Quand tu fais Mmh. face à des préjugés sur ta maladie, c'est violent. Mmh. Quand voilà, tu te retrouves face à des médecins, que tu vas les voir et que tu leur expliques les choses et qu'il y en a qui te disent mais c'est une maladie à la mode. Là, tu te dis mais c'est pas possible en fait, personne ne m'écoute et en fait il y a des gens, même si on dit que l'endométriose c'est une maladie qui ne tue pas. C'est vrai que il y a Fanny Robin qui le dit bien, c'est une endométriosée que j'aime beaucoup. Elle a écrit un livre justement sur l'endométriose Ouais. et en fait elle explique que voilà, elle dit non, non c'est même Marianne Mormina aussi qui le dit très bien. C'est des endométriosés qui ont écrit des livres que j'ai lus en fait quand j'étais diagnostiquée et elles le disent. En fait, elles disent mais l'endométriose, elle ne tue pas, mais c'est pas pour autant qu'elle fait beaucoup de mal. Et c'est même en plus, on a une appellation, on appelle ça, enfin il y a des spécialistes qui peuvent appeler ça comme ça. C'est moi j'ai un peu de mal avec. Voilà, on dit que des fois l'endométriose c'est un cancer blanc. D'accord. OK. Parce que la chirurgie, Mmh. par exemple, de l'endométriose, c'est la chirurgie du cancer. En fait, les gens qui nous opèrent sont des gens qui sont calés dans la sphère, dans tout ce qui est cancérologie. OK. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal parce que je t'avoue qu'au moment où j'étais diagnostiquée, j'ai quelqu'un que j'aime très fort qui a appris qu'il avait un cancer. Et en fait, je me suis dit dans ma tête que on peut pas tout rapporter au cancer quand c'est Mmh. grave. Et je pense que les gens qui ont un cancer, en fait, n'ont pas forcément envie qu'on aille toujours leur rappeler, en fait, Ouais. l'enjeu qu'il y a derrière leur pathologie. Et je pense que voilà, on ne sait même pas ce que c'est que le cancer tant qu'on l'a pas vécu, je pense. Et tout Mmh. comme n'importe quelle maladie. Et Mmh mh. ouais, ce que je comprends, c'est que c'est une maladie qui peut être très grave, l'endométriose. Mais voilà, c'est quand on dit oui, vous inquiétez pas, c'est pas un cancer, vous allez pas en mourir. Certes, je vais pas en mourir, mais par contre, je vais souffrir toute ma vie Ma et je vais qualité pas de souffrir vie, mes c'est quoi? proches. Et il y a des gens en fait qui, moi, la première fois que j'étais sur un groupe, parce que je me suis beaucoup renseignée pendant le Covid, je me suis mise sur des groupes de Facebook. Et en fait, la première fois que je tombe sur un groupe de Facebook, je tombe sur un message d'une femme qui explique qu'elle veut en finir avec tout ça et elle cherche pour se faire euthanasier. Et en fait, je me Mmh. dis ouais, c'est très Waouh. violent. Et en fait, quand j'ai monté ma page, en Mmh. fait, c'est suite à une vidéo de TikTok que j'adore, c'est TikTok Doc, je crois. Et en fait, il expliquait à l'époque les maladies en 1 minute. Et en fait, à un moment, je lui demande de parler de l'endométriose, chose qu'il fait. Et en fait, il explique la maladie, hein, il n'y a pas de souci. Mais en fait, à la fin, sa phrase qui sort, c'est mais pas d'inquiétude, ça finit jamais en cancer. Et en fait, je me suis dit non, mais c'est pas possible de dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, ce jour-là, j'étais dans ma salle de bain, j'avais eu une énième crise, je venais encore d'avoir des crises intestinales violentes, j'étais épuisée, j'attendais mon opération et en fait, je me suis dit j'en ai marre et je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens parce que j'en ai marre. Et en fait, ma vidéo, je commence à la taper, en plus j'étais dans le train après en rentrant et en fait, je connaissais pas TikTok. J'ai fait plein de fautes dans tous les sens. Et en fait, j'ai posté la vidéo parce qu'en fait, je pensais que j'avais mis dans mes brouillons, et en fait, non, j'ai posté la vidéo. Et en fait, elle a été postée comme ça, et tant que je me rende compte, la vidéo, elle était devenue. Voilà, elle avait pris des milliers de vues. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont soutenu, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des réponses, donc j'ai répondu. Mmh. Et ensuite, on m'a dit, ah, mais t'as pas un Instagram, t'as pas un Facebook, et en fait, j'ai dit, bon, bah tiens, je vais faire des posts. OK. Pourquoi pas expliquer les choses. Ouais, OK. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est parti, en fait. OK. Mais je me Et suis tu jamais dit que ça allait reçois, durer. ouais, Moi, je pensais que ça allait durer 3 mois. Je disais, ah, c'est bon. ça Les va gens m'occuper un petit vont jamais moment, être intéressés parce que je me suis dit, je suis juste une patiente. Enfin, je viens d'être diagnostiquée. Mmh. Enfin, voilà. Et en fait, non. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup, enfin, que je commençais à beaucoup comprendre certaines choses et qu'en Mmh plus, mh. j'étais tombée dans une communauté qui était toujours en train de partager les choses parce que moi, au Covid, je pouvais pas avoir un seul médecin. Et Bah, ouais, bon, ouais, ils du m'auraient coup. répondu au téléphone, hein, mais en fait, j'avais toujours des questions au milieu de la nuit en me disant: «Et pourquoi? Et comment?» Et en fait, il y a plein d'endométriosés qui me répondaient avec toute leur bienveillance. Mmh Enfin, mh. franchement, s'il y en a qui verront, ce podcast, je leur le dédie aussi parce que c'est grâce à elles, en fait, si, aujourd'hui je vis mieux avec ma maladie. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu ce que tu essayes de donner aussi? De Ouais. raconter aux personnes qui peuvent ressentir, ces types de douleurs, ces symptômes, qui se posent des questions, qui veulent être accompagnées,
qu'ils aient Ouais, c'est ça. quelque part à l'autre bout, peut-être de la France ou peu importe, mais une personne référente qui est passée par là et qui peut raconter les Ouais. choses. J'ai des gens de Haïti qui me suivent, du Togo, Génial, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, enfin super. la Suisse, la Belgique, bref, ils sont tous et ça va de tous les âges. Je crois que la personne qui me Mmh. suit, la plus âgée, elle a 68 ans OK. et j'ai même des mamans d'endo qui me suivent, j'ai des compagnons d'endo, des Ouais. sœurs, j'ai en fait, je travaille aussi des posts pour aussi, faire comprendre à l'entourage, Mmh. en quoi ça consiste Ouais. et ça peut aider des fois un petit peu à débloquer des situations et à faire Bien un peu sûr. prendre conscience. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais, raconter là du coup, en quelques minutes qui nous restent ensemble, pour parler de ce sujet-là? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui sont en train de se demander si elles ont pas une endométriose? Peut-être les signes qui peuvent alerter, peut-être les bonnes pratiques du début, à qui s'adresser tout de suite? Qu'est-ce que va Et être la ben, suite? Un petit peu d'espoir? ouais, les premiers symptômes qui peuvent, vraiment alerter, c'est, ouais, les règles très douloureuses Ouais. où, voilà, c'est vraiment plus possible, qu'il y a rien qui soulage, Mmh. là, c'est un symptôme vraiment à prendre en compte. Mmh mh. Pareil sur la sphère, donc au niveau du transit, au niveau, urinaire, Ouais. et c'est vrai que ça, c'est des choses qui peuvent alerter. Aussi pareil, les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est très im ça peut être un symptôme important. Et à OK. partir de là, il y a 2 outils qui ont été développés, je trouve que c'est très bien parce que justement on avait besoin de ces outils. Donc tu as des spécialistes, français qui ont monté avec une start-up lyonnaise un Ouais. site avec un questionnaire basé sur l'intelligence artificielle, Super. en fait ce questionnaire, tu vas y répondre, il y aura des critères et en fait ça va être un pré-diagnostic de l'endométriose. Attention, c'est un OK. pré-diagnostic, donc ça ne Ouais, remplace bien pas sûr. une consultation. Mais en fait, ça va commencer à mettre un curseur Mmh et mh. ce questionnaire, on va pouvoir, s'en servir pour soit le transmettre, à son médecin traitant pour qu'il puisse nous donner une lettre de recommandation pour aller voir un spécialiste, soit on peut carrément l'envoyer à un spécialiste qu'on aurait trouvé par exemple là, il y a un annuaire qui a été créé, par Super. la start-up aussi, qui s'appelle Mapato. Mapato, en fait, ils font des Ouais. annuaires et des boîtes à outils par maladie chronique, dont l'endométriose et en fait, si tu OK. tapes, Mapato endométriose, d'ailleurs je suis ambassadrice endométriose C'est ce que auprès j'allais d'eux, dire. et en fait, voilà, quand tu cherches un spécialiste proche de chez toi, tu peux, faire du coup, voilà, chercher ton spécialiste et tes soignants, sur Mmh. cette, page, proche OK. de toi et surtout, voilà, si jamais en fait tu n'as pas de spécialiste proche de chez toi, parce que c'est tout à fait possible, tu peux Mmh mh. faire relire tes futures imageries et répondre à un questionnaire assez détaillé aussi sur le site de Deuxième Avis, qui est constitué d'experts et qui Ouais, pourront c'est bien. relire tes images et pourquoi pas justement te diagnostiquer le cas échéant et justement, en fait, le Ouais. diagnostic, c'est la première partie, en fait, de la prise en charge d'endométriose parce qu'à partir de là, ce que je recommande vraiment, c'est de mettre en place des choses, par exemple pour la les soins, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais on le sait pas Mmh. forcément. Justement avec, ce livre-là, «Soulager l'endométriose sans médicaments», tu vois, j'ai découvert Ouais. qu'il y avait une cure thermale spéciale Mmh mh. endométriose à Challes-les-Eaux, donc pas très loin de Lyon. D'accord. Et du coup, là-dedans, tu as des soins gynécologiques avec de l'eau thermale. Moi, je sais que je Ouais. l'ai fait du coup cette année. Ça m'a beaucoup soulagé au niveau de mes ovaires, parce que j'avais très mal OK. aux ovaires. Ça m'a aidé à cicatriser, avec mes cicatrices. OK. Et ensuite, j'ai découvert que j'avais un problème, que je pouvais régler, avec une kiné spécialisée. Mmh mh. Et en fait, c'était par rapport à mon périnée, par rapport à mon opération et par rapport à mon diaphragme. Et en fait, ça a été découvert pendant cette cure. Donc maintenant, j'ai des soins justement avec OK. une kiné spécialisée, parce qu'en fait, le périnée, Mmh c'est mh. hyper important de s'en occuper. La sphère au niveau Mmh. rectal, au niveau vésical, c'est très important. Et tu peux mettre en place justement des soins aussi. Pour l'endométriose, c'est vrai que moi, ce que je recommanderais à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, c'est de prendre contact avec un centre antidouleur et Mmh de mh. demander à essayer, parce qu'on peut essayer et pas acheter, si jamais ça ne nous convient pas, Ouais. mais au moins on l'essaye, c'est le TENS, donc c'est le petit appareil bleu qui est derrière moi. Et cet appareil bleu, en fait, c'est un appareil Ah oui, OK. d'électrostimulation D'accord. et en fait, avec des électrodes, tu vas pouvoir aller mettre des programmes antalgiques et endorphiniques pour pouvoir gérer tes douleurs. Mmh Tu le mh. loues 6 mois et si D'accord. au bout de 6 mois il te convient, tu peux le racheter. Si tu as pu avoir une ELD avec ton endométriose, parce que pour l'instant on est en ALD hors liste, on n'est pas encore reconnu D'accord. en ALD principal. En fait, moi je sais qu'avec mon ALD, j'avais eu 0 € de reste à charge avec ma mutuelle et l'ALD. Mais même sans OK. l'ALD, avec une bonne mutuelle, tu peux l'avoir pour moins de 100 € alors que c'est un dispositif qui coûte 200 €.
Et ça D'accord. peut t'aider justement à baisser tes médicaments. Tu peux faire aussi de l'ostéopathie, c'est super Ouais. important l'ostéopathie, pour aller travailler la flexibilité des adhérences des tissus. En fait, si tu veux, l'endométriose, elle est très douloureuse parce qu'en fait, elle va aller rigidifier en fait les tissus Ok. où elle est avec ses lésions. Et en fait, Ouais. ça va être très inflammatoire. Et le but, en fait, c'est de garder un maximum la flexibilité de tes tissus. Mm. Donc ça, c'est très important. Tu as aussi l'acupuncture qui peut être super bien pour les douleurs neuropathiques aussi. Mhm. La kiné spécialisée, c'est de la kiné à l'intérieur, donc soit dans le rectum, soit dans le vagin, mais en fait pour aller travailler justement de la mobilité qui va au D'accord. niveau de la sphère gynéco. Et après, ce qui peut être bien, c'est par exemple, tu vois, tu as la sophrologie qui peut être pas Mhm. mal. Tu peux avoir l'auto-hypnose, Mhm. l'hypnose, et surtout, je crois que la meilleure des thérapies, c'est de trouver des groupes Facebook pour pouvoir discuter aussi voilà, entre Ouais. endométriosiques et aussi de pouvoir, sans pour autant dire d'aller voir toute la misère, voilà, de se dire mince, on va se Non, rajouter mais une de couche parler le même psychologiquement, langage. mais de dire voilà, aujourd'hui j'ai passé une journée de merde, puis du coup je vais la Mm. raconter parce que moi je vais pouvoir échanger avec d'autres personnes qui auront aussi une journée compliquée, Ouais. et de me dire mince, bah du coup je suis pas seule et en fait c'est ok si je suis pas ok, comme on dit, parce que ouais, c'est facile la maladie, mais on n'est Ouais. pas seul. Et je crois Mm. qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un entourage qui ne comprend pas forcément ce qui se passe et d'être seul à avoir à affronter tout ça. Ouais, bien sûr. Donc ouais, de rester unis, de trouver des gens avec qui pouvoir en discuter, je trouve que ça fait partie vraiment de la prise en charge quelque part, parce que on n'est pas obligé d'avoir un 50 millions de copines endométriosiques, mais Mm. moi je sais que sans les filles que j'ai rencontrées cette année, mon parcours il aurait pas été du tout de la même façon. Mon centre antidouleur, c'est comme ça que j'ai trouvé, mes spécialistes, c'est comme ça que j'ai trouvé, mes méthodes alternatives pour aller mieux, parce Ouais. qu'aujourd'hui je peux plus prendre la pilule, c'est trop compliqué. Bah du coup, ouais, je vis sans pilule, mais j'arrive à peu près me débrouiller sans Mm. prendre de médicaments tous les jours, donc c'est Ouais. possible. Mais après, c'est pas tout le monde en fait qui a les mêmes choses qui fonctionnent. Donc le but, c'est d'essayer et surtout de s'écouter. Et je crois que c'est hyper important. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. J'espère que tu as appris des choses grâce au discours de Pauline et j'espère que tu as remarqué son adorable effort pour fabriquer un décor avec des livres intéressants sur le sujet, livres et sources que je te mets en barre d'infos bien sûr. Si tu as des doutes sur le fait que toi aussi tu pourrais être atteint ou atteinte d'endométriose, je te recommande fortement dans un premier temps de te rendre sur ses comptes Insta et TikTok. Elle rend cette maladie accessible au grand public, elle manie les mêmes à merveille et elle s'en sert pour informer. Elle est drôle, elle est hyper calée sur le sujet, elle est d'une bienveillance folle et elle est ultra intéressante. Aucune excuse pour ne pas la suivre. Merci beaucoup Pauline pour ce super échange et pour cette belle rencontre. Et toi qui m'écoutes, tu peux me contacter sur Insta si tu as envie de me raconter ton histoire parce qu'elle mérite d'être racontée, j'en suis sûre. En attendant, bonne nuit. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't